suivante, s'il te plaît. Merci. Alors, pour l'association Pays de l'Ourcq participe également François Arcangeli, président de l'association de 1998 à 2020, et Alain Rennes, directeur. Pour l'association Ferrus, Patrick Lérissou, vice-président coordinateur ours, et Michel Clouet, ancien président d'Artus. Et en invité, Corinne Lepage, donc ministre de l'Environnement 1997, devrait pas tarder de nous rejoindre. Et Serge Lepelletier, déjà présent parmi nous, ministre de l'écologie en 2004-2005, au moment de la mort de l'ours cannelle. Après une présentation synthétique sur l'histoire du retour de l'ours et le bilan de ces 25 ans, prendront la parole justement Madame la ministre, Monsieur le ministre, Michel Clouet et François Arcangeli. Ensuite, ce sera le temps des questions des journalistes et nous vous demanderons donc de vous présenter et de dire à qui s'adresse la parole. Pour des raisons de disponibilité, nous vous remercions de prioriser les questions pour Madame la ministre qui devra nous quitter ensuite rapidement. Je passe la parole à Alain Rennes qui va donc présenter de façon synthétique l'histoire du retour de l'ours et le bilan de ces 25 ans. Bonjour à tous. Alors effectivement, revenir sur ces 25 années, on ne va pas faire tout le détail, juste quelques images tout d'abord pour vous rappeler pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Voici la vidéo du lâcher de la femelle Jiva. C'était donc le 19 mai 1996. Alors, c'était donc à Melle, commune qui a été initiatrice et fondatrice de l'association ADET, devenue Pays de l'Ourcq ADET. Et voilà, elle a signé le registre et puis elle est partie effectivement vers la montagne pyrénéenne et juste et très rapidement, quelques semaines plus tard, le 6 juin, donc ça fera exactement 25 ans demain, voilà, de même le lâcher de la deuxième femelle, Melba. Alors, sont suivis effectivement au total 11 ours lâchés dans l'ensemble des Pyrénées. On vient de voir les deux premières. Pyros a été lâché le 2 juin 1997, donc un mâle. Puis en 2006, 4 femelles et un mâle, Paluma, Franska, Walla, Balou et Sarousse. 3 sur les communes d'Arbas, 1 sur la commune de Burgalaise, également adhérente à l'association Pays de l'Ourcq ADET, et 1 sur la commune de Bagnères de Bigorre, puisqu'il n'y avait pas eu d'accord politique pour faire des lâchers sur la partie Béarn, où il était pourtant déjà indispensable, on y reviendra. Ensuite, en 2016, les Espagnols, les Catalans, pour être plus précis, ont lâché un mâle baptisé Goyat. Et plus récemment, en 2018, octobre 2018, les deux femelles, Clavrine et Sourite, Sourite qui a été repérée récemment d'ailleurs avec 3 oursons et qui, elles, ont été lâchées dans la partie occidentale des Pyrénées en Béarn. On peut, 25 ans plus tard, dire clairement que cette opération a été un succès biologique. Il n'est que de voir la courbe effectivement de l'évolution de la population. Vous le voyez, au moment, donc, comment les premiers lâchers de femelles et un mâle ont permis de faire un petit peu monter la population, qui a ensuite stagné autour d'une dizaine, jusqu'à l'année 2006, où le lâcher de 4 femelles et un mâle ont progressivement permis de faire démarrer, on va dire décoller un petit peu la population. Aujourd'hui, cette population a été estimée à minima 64 individus au cours de l'année 2020 par le réseau ours.
C'est un chiffre qui est encore provisoire, qui est susceptible d'être corrigé en fin d'année. C'est pour ça qu'il est dans une couleur un petit peu différente. Pour les autres, ce sont les chiffres dits effectifs retenus, c'est-à-dire corrigés éventuellement avec les observations faites les années suivantes. Les deux opérations récentes de lâcher, un mâle et deux femelles, en 2020, n'avaient pas encore permis d'influer sur l'évolution de la population, puisque ces individus, soit ne s'étaient pas reproduits, soit les deux oursons qu'avait eu la femelle sourite en 2019 avaient disparu l'année même. Avec les premières naissances en Béarn de 3 oursons cette année, on espère que ça va permettre de faire évoluer la situation dans cette partie des Pyrénées. Donc la situation actuelle, la voilà, 64 individus détectés en 2020, sur ce qu'on considère biologiquement maintenant comme étant une seule population en connexion, bien que le lien entre la partie centrale qui va donc de Haute-Garonne, Ariège, Catalogne et une petite partie de l'Andorre, et la deuxième partie de population qui est en Pyrénées occidentales. Donc là, c'est Béarn, ouest des Hautes-Pyrénées et Navarre-Aragon pour la partie espagnole, ne soient effectivement connectés que par deux mâles, Néré et Canelito, qui font effectivement parfois la jonction entre ces deux noyaux de population historique. Le détail des effectifs, vous les avez là. Donc, 3 ours de manière permanente sur la partie occidentale, 59 sur la partie centrale, avec le détail, et ces deux mâles qui font donc un petit peu la navette entre les deux. Pour cette année 2021, on peut espérer encore environ une quinzaine d'oursons, environ 9 portées, c'est vraiment une estimation, hein, comme l'an dernier. À noter que les 3 ont déjà été détectés, 2 portées de 3 oursons et une portée de 2 oursons. Donc 8 oursons ont déjà été détectés fin mai, début juin, ce qui est précoce pour cette année. Alors, ce succès biologique, on peut le traduire en quelques éléments. Depuis 1997, où les premières femelles lâchées en 96 ont eu leur première portée, au total, 101 oursons sont nés dans les Pyrénées, en 56 portées au total. Et en 2020, donc ça, ce sont les chiffres à 2020, hein, bien sûr, ça ne compte pas 2021, et en 2020, 60 de ces 101 oursons sont vivants, présents dans les Pyrénées. Dont 6 malheureusement morts dans l'année. Alors il y a même 7 ours qui sont morts, mais une de la 7e, Sarousse, n'était pas née dans les Pyrénées, c'est pour ça qu'elle n'est pas comptée là. En termes de nombre d'individus reproducteurs, toujours sur la période 97-2020, on note 9 mâles qui se sont reproduits au total, dont 6 sont actuellement vivants, et 18 femelles, dont 13 ou 14, il y a un doute sur une, qui n'a pas été détectée en 2020, mais qui n'est pour l'instant pas considérée comme disparue. Depuis 2006, où on a vu que l'évolution de la population avait commencé à augmenter de manière significative, on note une croissance annuelle moyenne de presque 11%, ce qui est un chiffre normal pour une population d'ours. Donc, ça signifie que depuis cette période-là, on a non plus quelques individus comme on avait jusque-là, mais une petite population d'ours qui est en croissance, même si, comme on le verra, elle n'est pas encore viable. Pour 2021, on en a parlé, juste un petit peu plus de détails. 5 à 6 femelles déjà reproductrices sont susceptibles d'avoir des oursons et 9 jeunes femelles potentiellement pour en avoir. Bien sûr, toutes ne se reproduiront pas. C'est pour ça qu'on estime et qu'on espère avoir environ 9 portées cette année. 3 ayant déjà été détectés, comme on le disait. Alors, c'est donc un succès biologique, même s'il reste à confirmer, mais ce succès, et c'est important à noter, cache quand même une fragilité, qui est une fragilité génétique. Vous avez là, et on ne va pas le détailler pour que vous comprendrez, l'arbre généalogique actualisé en 2020 de la population d'ours des Pyrénées. Ce que j'ai entouré en rouge, de manière, ce sont l'ensemble des individus qui ont procédé de 2 femelles. En réalité, cette femelle, voilà ici, a eu directement et indirectement l'ensemble de ces individus, de ces oursons, parfois certains devenus grands, et de l'autre côté, la femelle Caramel, qui elle, est de la première génération née dans les Pyrénées, née en 97, a eu aussi tout cet ensemble d'oursons. Et on voit qu'avec 2 femelles, on a principalement 2 femelles qui se sont reproduites. Alors,
ça donne cette situation suivante, puisqu'il faut même intégrer le mâle Pyros, qui est resté longtemps le mâle dominant. Et si on fait ces petits calculs, on se rend compte que Pyros, par exemple, a eu entre 51 et 56, il y a quelques doutes encore sur la paternité de quelques oursons où les analyses génétiques n'avaient pas été complètes. Bref, entre 51 et 56 des ours présents sont des descendants, directs ou indirects, du mâle Pyros. Donc sur 64, hein, on voit, c'est très important. Les deux femelles qu'on vient d'évoquer, Voilà et Caramel, donc respectivement 31 descendants cumulés pour Voilà, 26 pour Caramel. Alors si on prend les deux femelles, on se rend compte qu'il y a seulement 6 individus qui ne leur sont pas liés. Donc un seul mâle reproducteur, en l'occurrence Néré, et une seule femelle reproductrice, Sourite, qui a été lâchée en 2018. Pour ce qui concerne Pyros, 8 ne lui sont pas liés, un seul mâle reproducteur, Néré toujours le même, et 2 femelles reproductrices, la même, Sourite, et une autre femelle, Bambou, qui est une femelle née en 2007 de la femelle Voilà, mais d'un mâle, elle avait été fécondée par un mâle qui était en Slovénie. Donc, la synthèse de tout ça, c'est qu'il n'y a que 6 individus qui ne sont pas liés à un de ces 3, donc une femelle reproductrice et un mâle reproducteur, enfin un reproducteur néré. Voilà, c'est pour vous montrer que si la population évolue favorablement d'un point de vue démographique, il y a cette fragilité génétique qui est quand même significative. Alors, une étude a été menée à ce sujet en 2017, et voici donc les principales conclusions. Elle concluait à des risques génétiques élevés, à une diversité génétique assez faible et qui décline sur la période 96-2016. Les causes, donc, c'est bien sûr le nombre réduit d'individus fondateurs, considérant que 5 des 9 ours lâchés à l'époque, hein, en 2016, se sont reproduits et que donc 4 ne s'étaient pas reproduits. La taille efficace de la population. Alors, la taille efficace de la population, c'est le nombre effectivement d'individus reproducteurs qui initient la population et qui donc induit la diversité génétique. Eh bien, on a une taille efficace de 3,6 en 2017. Elle est peut-être un peu supérieure maintenant que d'autres individus ont commencé à se reproduire, comme Néré et Sourite, même si ça reste à confirmer et on va attendre de voir si leurs descendants eux-mêmes survivent et se reproduisent, et une taille recommandée biologiquement pour avoir une population saine et une population viable, c'est de 50, une taille efficace, c'est de 50, et vous voyez, en 2017, nous étions à 3,6. Voilà, donc ça montre quand même le chemin qui reste à parcourir, même si l'objectif n'est pas nécessairement d'aboutir rapidement aux 50, ça serait l'objectif à terme, on va dire. Donc les risques de cette consanguinité à terme, ça se traduit surtout au niveau de la reproduction, par une baisse de la fécondité, une baisse de la survie des individus et éventuellement des malformations. Il en découle un objectif important, évidemment, d'augmenter la taille efficace. Et pour augmenter la taille efficace, eh bien, il y a deux possibilités. La première, c'est que des ours qui ne sont pas liés aux 3 qu'on a vus tout à l'heure commencent et continuent de se reproduire. Et la deuxième option, qui est indispensable, c'est d'apporter du sang neuf, c'est-à-dire de continuer à restaurer cette population en apportant des individus qui ont un patrimoine génétique distinct des individus reproducteurs déjà présents. Alors, à ce sujet, le Muséum national d'histoire naturelle avait fait une étude pour le compte de l'État et avait rendu ses conclusions en 2013 qui ont été confirmées en 2018, donc elles restent absolument d'actualité. Et leur préconisation était à l'époque de lâcher à minima 6 femelles. Entre-temps, donc depuis 2013, un mâle a été lâché, Goyat, par les Catalans et 2 femelles par les Français. Donc on voit bien qu'on n'était pas au minimum requis. Et idéalement et de manière optimale, il aurait fallu lâcher et répartir entre les noyaux 13 femelles et 4 mâles. Donc ça nous montre le chemin qui reste à parcourir. Un dernier élément qui était important dans leur étude, c'est de dire que tout retard induira un besoin d'intervention plus important. C'est-à-dire que plus on laisse se dégrader la diversité génétique et donc le niveau de consanguinité, plus il faudra lâcher d'ours pour le corriger. Voilà, ce qu'on comprend effectivement assez bien. Et c'est ce qu'on est en train de faire, malheureusement, c'est de prendre ce retard. Alors, sur des autres aspects, en 2020, l'OFB a fait un bilan des rencontres hommes-ours dans les Pyrénées sur la période 1993-2020.
Et ça regroupe, comme on le voit ici, 255, donc statistiques sur 255 rencontres. Alors, ces graphiques, je vais vous les décrypter rapidement. Ici, c'est sur l'ensemble donc des rencontres sur la partie gauche, et ça permet de caractériser l'attitude des ours dans ces 255 cas. Ce qu'on voit, c'est que le plus grand nombre de cas, qui est très majoritaire en rose, correspond à une fuite immédiate dès que l'ours constate la présence de l'homme. Le point suivant, c'est l'ours s'éloigne, sans forcément que ce soit une fuite, c'est-à-dire une fuite rapide, un éloignement rapide. Ensuite, en vert ici, il y a eu une attitude relativement neutre, parce que c'était l'ours continue de vaquer à ses occupations. C'était généralement donc, des ours qui étaient à grande distance, et ils ne ressentaient pas la nécessité de fuir rapidement. Ensuite viennent des comportements un tout petit peu différents du type, alors ça, le violet, ça correspond à des animaux qui se lèvent sur deux pattes, ce qui n'est pas du tout un comportement agressif comme parfois on peut l'imaginer, mais c'est un animal qui cherche à mieux percevoir son environnement via son odorat et son ouïe, puis qui quitte la zone, donc on est encore dans ce cas-là. On a un petit nombre de cas, ensuite deux petits nombres de cas à peu près équivalents, qui sont quelquefois, c'est 4 environ, où d'abord l'ours a pu approcher. Il y a des ours qui sont un peu curieux, sans forcément venir à courte distance, mais par curiosité approcher un peu, puis quitter la zone. Et enfin, le dernier cas, donc au nombre de 4, correspond à des individus qui ont eu un comportement dit agressif, en réalité, qui ont fait à chaque fois, ça a été des charges d'intimidation. Et on va le détailler donc juste après pour mieux le comprendre. Ensuite, donc, quand ça a pu être déterminé, on a les détails des mêmes comportements en fonction du statut de l'animal. Alors, il y a des femelles adultes, femelles avec ourson, des jeunes ours ou des mâles adultes. Et on observe que dans tous les cas, le comportement majoritaire, c'est la fuite, et que à l'exception des femelles avec ourson, il n'y a eu donc aucune charge d'intimidation qui était le fait exclusif des femelles avec ourson. Des femelles qui donc défendaient leurs petits, ça a été encore une fois des charges d'intimidation, aucun contact entre l'ours et l'homme, donc il n'y a pas eu d'attaque au sens, aucune attaque depuis entre 93 et 2020, 27 ans. Juste quelques éléments par rapport à ça. Pourquoi ça se passe les femelles avec ourson? Bien sûr, parce que les femelles défendent leurs petits, et aussi, et ça se passe principalement au printemps, c'est-à-dire que là, on est dans le mois de juin et début juillet, qui sont les périodes les plus sensibles par rapport à ça. Les oursons sont encore petits, ils font que quelques kilos, ils ont une capacité de fuite qui est limitée, et donc la femelle qui reste avec ses petits, qui ne peuvent pas toujours fuir, s'il y a une rencontre à courte distance, eh bien, va rester avec ses petits et les défendre. Et pour les défendre, elle va essayer de dissuader les personnes de s'en approcher en pratiquant ces charges d'intimidation, qui sont des comportements effectivement bien connus, bien étudiés, notamment en Scandinavie. Et qu'on constate ici. Voilà. Donc, c'est vraiment au printemps et au tout début de l'été. Ensuite, les oursons grandissent, parce qu'ils grandissent assez vite et ils ont une meilleure capacité de fuite et les femelles arrivent plus facilement à éviter effectivement ces rencontres. En termes d'acceptation sociale, y compris locale, de la présence de l'ours, c'est une constante dans les Pyrénées. Toutes les études d'opinion réalisées, quelle que soit la période, quels que soient les instituts de sondage, montrent une acceptation claire, constante, très forte au niveau national et forte également au niveau local. Donc depuis 1992, où ça avait été la Sofres, où on a réuni à chaque fois les expressions favorables à la présence de l'ours, on était au-dessus de 80% ou aux environs de 80%. Voilà. Et encore récemment, en 2018, 84% des Français. À l'époque, le sondage avait été fait sur la partie occidentale des Pyrénées, puisque c'est là qu'était envisagé des lâchers, et on avait 78% dans le département des Pyrénées-Atlantiques d'acceptation de la présence de l'ours et 76% en zone montagne. Dans les Hautes-Pyrénées, il y a un petit peu moins, 70% au niveau départemental, 64% au niveau de la zone montagne. Et les dernières études, elles, consistaient à évaluer l'adhésion des populations sur le principe du remplacement des ours tués. Donc ça a été fait en 2020, puisque
En 2020, trois ours ont été tués dans les Pyrénées du fait de l'homme et un particulièrement en Ariège mort par balle. Le gouvernement, via son plan ours et les feuilles de route pastoralisme et ours, s'était engagé à remplacer les ours qui mourraient de cause humaine. Malheureusement, ça n'a pas été fait, on y reviendra. Et nous avions collectivement, au niveau des associations, souhaité sonder la population sur cette question. Et on arrive à des prises de position majoritairement favorables, 59% au niveau national, 58% au niveau des départements pyrénéens, une étude de l'IFOP que nous avions diffusée à l'époque. À noter aussi, et les responsables présents pourront le détailler bien sûr, si vous le souhaitez, que tous ces résultats sont absolument conformes et confirmés par les enquêtes de terrain qui sont réalisées chaque année dans le cadre du programme Parole d'ours de l'association Ferrus, qui interroge des personnes dans les Pyrénées, des personnes qui peuvent être des personnes extérieures, des touristes, des visiteurs, mais qui peuvent être aussi des locaux, et où on arrive à ces mêmes niveaux d'acceptation ou d'adhésion à la présence et également au remplacement des ours tués. Alors, il reste effectivement la question de la cohabitation pastorale, la cohabitation avec l'élevage. Vous en entendez beaucoup parler. On ne va pas redire ici tout ce qui se dit par ailleurs, même si on aurait beaucoup de choses, un point de vue différent, bien entendu, à donner. On souhaitait quand même apporter quelques éléments, des éléments pour l'essentiel factuels, qui nous semblent être de nature à donner une vision un petit peu différente de cette problématique. Tout d'abord, rappelez que l'ours, c'est environ 3% de la mortalité des brebis en montagne dans les Pyrénées chaque été. La mortalité globale de source des éleveurs, des chambres d'agriculture, c'est de l'ordre de 3 à 5%, c'est-à-dire 25 000 brebis par an. Et l'ours, c'est, on va dire, quelques centaines de brebis selon les années. Donc, c'est de l'ordre de 3% de la mortalité. Mais aussi considérer que dans le niveau d'indemnisation, alors des animaux morts, hein, pas nécessairement des animaux liés, morts du fait de l'ours, ceux morts du fait de l'ours sont indemnisés à 100%. Mais globalement, les animaux qui sont expertisés sont très majoritairement indemnisés, même si l'implication de l'ours n'est pas avérée, et ça peut aller jusqu'à des taux de 97% parfois, par exemple dans le département de l'Ariège, dont on entend souvent parler, mais pas pour cette information-là. Ce qui nous fait dire parfois que la présence de l'ours est quasiment devenue une assurance tout risque pour l'élevage. C'est-à-dire que des animaux qui sont morts, dont on ne connaît pas la cause de la mort, sont assez systématiquement indemnisés dès lors que c'est en zone de présence d'ours. On n'aurait pas forcément beaucoup à redire sur ce point-là, si ce n'est en termes d'utilisation de l'argent public en tant que contribuable, mais en tout cas en tant qu'association, s'il n'y avait une confusion entre indemnisation et dégâts. C'est-à-dire que chaque année, les chiffres des indemnisations sont rendus publics, mais malheureusement, jamais les chiffres des dégâts avérés. Nous le réclamons depuis des années auprès des préfets, auprès des directions départementales des territoires, et malheureusement, nous n'arrivons pas à obtenir ces informations. D'ailleurs, pour être complet sur la question, nous avons récemment sollicité le tribunal administratif pour refus de communication de documents de la part de la préfecture de l'Ariège pour les années 2019 et 2020. Donc, il y a une certaine opacité sur cette information et il nous semble que c'est regrettable. Par ailleurs, d'autres informations relativement factuelles, on va dire, qui nous semblent importantes, c'est que depuis le retour de l'ours, il y a aussi eu un développement, bien entendu, des moyens de protection, et notamment des chiens de protection, qui sont le vrai moyen de protéger les troupeaux. Eh bien, on peut calculer et estimer que le nombre de brebis sauvées par les chiens de protection, globalement, est supérieur au nombre de brebis tuées par les ours. Alors, ça n'empêche pas ceux qui ont des brebis tuées par les ours, bien entendu, de protester et de contester. Ce qu'on peut comprendre, la difficulté étant que, bien entendu, ce ne sont pas les mêmes. Hein, c'est-à-dire que ceux qui ont mis en place des chiens de protection et qui ont optimisé ce système ont peu de dégâts. Et par contre, ceux qui continuent d'avoir des dégâts sont ceux qui n'ont pas terminé ou n'ont pas encore fait cet effort d'optimiser la protection de leurs troupeaux. Et du coup, ceux-là continuent évidemment de contester et peuvent être véhéments. Mais n'oublions pas quand même que globalement, il y aurait un bilan, même si ça ne concerne pas les mêmes, il y aurait un bilan qui serait plutôt globalement positif.
et les autres apports de la présence de l'ours qui sont supérieurs aux contraintes globales créées par les animaux. Plusieurs millions d'euros chaque année qui sont consacrés à des améliorations pastorales. Ça peut être des restaurations de cabanes, des adductions d'eau, ça peut être des équipements radiotéléphone, en panneaux solaires, en sanitaire décent pour les bergers, etc., ce qui est bien le moins. Évidemment, tout ça est permis aussi et maximisé, on va dire, grâce à la présence de l'ours et depuis le retour de l'ours. Et puis, un point aussi qui nous semble vraiment quand même important, on ne peut pas négliger ça. Chaque année, plus de 500 postes de bergers sont financés par an dans les Pyrénées. Et ça, c'est grâce à la présence de l'ours. D'autres diront peut-être à cause. En tous les cas, c'est quand même 500 emplois qui sont créés chaque été dans les Pyrénées. Ça nous semble quand même important. Alors, comment se fait-il, malgré tout, qu'il y a une contestation qui est importante? Eh bien, pour un certain nombre de raisons qu'on vient d'indiquer par rapport aux dégâts, mais aussi parce que le fonctionnement, malheureusement, fonctionne comme un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on a un cercle vicieux entre opposition, contestation, parfois violente, et concession de la part de l'État, notamment en matière financière, sur l'indemnisation ou sur des mesures complémentaires. Et comme c'est la contestation qui permet les concessions et qui permet d'augmenter les moyens, eh bien, on continue de tourner, c'est-à-dire que ça alimente l'opposition, la contestation avec de nouvelles concessions, etc. Et c'est malheureusement un cercle qui est un cercle vicieux et pas un cercle vertueux. C'est ce qu'on peut regretter. Alors, quelques éléments rapides pour corroborer tout ça sous forme d'infographie. Nous avions en 2017, puisque c'est la dernière année où nous avions pu avoir les informations transmises par la préfecture de l'Ariège, nous avions pu faire ce calcul factuel. En 2017, 82% des dégâts d'ours étaient concentrés sur 10 estives non protégées. C'est-à-dire que sur une estive avec un troupeau divagant jour et nuit, donc non protégé, bien, on avait en moyenne sur une estive ariégeoise, principalement du Couserans, 33 brebis prédatées ou reconnues prédatées, avec les limites qu'on vient de dire. Par contre, sur une estive protégée, c'est-à-dire un troupeau conduit, regroupé, protégé, avec des chiens de protection, eh bien, on tombait à 7 brebis prédatées en moyenne. Alors, on voit bien qu'on n'arrive pas à zéro et que le risque zéro n'existe pas. Deux choses par rapport à ça. D'une part, il reste sur un certain nombre d'estives des marges d'optimisation et d'autre part, le risque zéro ne peut pas exister dans la mesure où il y a toujours des brebis, même quand on regroupe le troupeau le soir, un jour de brouillard ou autre, il y a toujours des brebis qui peuvent rester à l'écart et qui peuvent être à la portée d'un ours qui passerait par là. En tous les cas, ça permet de montrer quand même que ça permet de limiter grandement le problème. À noter aussi que ces moyens de protection mis en place grâce à la présence de l'ours sont efficaces sur les autres causes de mortalité aussi, des troupeaux qui, encore une fois, sont majoritaires. Des troupeaux regroupés par un berger ont moins de risques de dérocher, moins de risques sanitaires, de maladies, d'asticots, etc., etc. Ils peuvent être soignés tous les jours, le piétin aussi, qui est évidemment une cause importante de soucis sanitaires sur les estives. Donc ça permet non seulement de résoudre en grande partie le problème de la prédation, mais aussi les autres causes de mortalité. Nous avions également fait une étude sur l'évaluation de l'efficacité des chiens de protection, donc sur une trentaine d'exploitations déclaratifs par les éleveurs qui avaient mis en place un chien de protection. Et on s'était rendu compte que c'était assez efficace contre toute cause de prédation confondue, parce que là, il y a des chiens, ours, toutes causes confondues, il n'y a pas de détail. Après tout, pour un éleveur, une brebis a la même valeur qu'elle soit prédatée par un chien ou par un ours. Ça a permis donc 4 brebis par an sauvées en moyenne grâce au chien de protection sur un troupeau de 320 brebis. Ça, c'était sur l'exploitation, où il y a évidemment aussi des problèmes de prédation. En estive, c'était près de 8. Et donc, pour le coup, sur une estive de 863 brebis en moyenne, puisque ça regroupe plusieurs éleveurs, et au global, pour un éleveur, c'était environ 7 brebis sauvées par an grâce à la mise en place de au moins un chien de protection. Une étude faite sur 10 années, c'est-à-dire 5 ans avant la mise en place du chien, 5 ans après. On pourrait vous donner les détails si là que ça intéresse. La clé de la cohabitation, c'est un petit peu la synthèse de tout ça qu'on va apporter, c'est
Ça dépend principalement, c'est ce qu'on observe ici, ce qu'on observe ailleurs, de deux éléments qui sont le niveau de protection des troupeaux, bien sûr, et le niveau d'indemnisation des dégâts. Également. Donc l'idéal étant de se retrouver le plus haut dans les deux avec des bonnes conditions de cohabitation. On protège bien les troupeaux et on indemnise bien les dégâts qui restent, encore une fois, toujours possibles puisqu'il n'y a pas de risque zéro. Et la difficulté dans laquelle nous sommes, c'est que eh bien, le niveau de protection des troupeaux est insuffisant. Et du coup, même si on indemnise bien les troupeaux, on voit qu'on se situe toujours dans la zone plutôt polémique. Et c'est dans la situation dans laquelle nous sommes actuellement. C'est pourquoi il me semble important, et c'est une préconisation du collectif des associations CAPOURS, de conditionner l'indemnisation à la protection effective des troupeaux, de manière à effectivement amener tout le monde et le milieu pastoral vers des bonnes conditions de cohabitation. L'indemnisation ne fait pas tout, et c'est bien compréhensible. Alors, pour en finir, quelques éléments d'actualité, d'appréciation sur la politique actuelle du gouvernement, de l'État en matière d'ours. Ce que l'on constate depuis quelques années, malheureusement, c'est qu'il y a une relative impunité des opposants à l'ours qui parfois sont violents. On a quasiment une dizaine d'affaires depuis 3-4 ans pour lesquelles parfois graves, hein, pour lesquels personne n'a jamais été mis en examen ou n'a jamais comparu. Et ça, c'est dommage. Alors, ces affaires, ça peut être des menaces, ça peut être des menaces sur des agents assermentés, ça peut être l'incendie d'un véhicule des agents de l'État, ça peut être aussi, et ça va bientôt faire un ours abattu en Ariège par balle. Et on n'a absolument aucune nouvelle de l'enquête depuis un an. Ça fera un an le 9 juin. Donc ça, c'est de fait une certaine impunité. C'est dommage parce que ça encourage de fait aussi une certaine escalade de la violence. Ensuite, l'État a édité un plan ours en 2018 que nous trouvions intéressant, même s'il était incomplet. Et malheureusement, on peut constater que tout en étant incomplet, il n'est pas respecté, même les mesures qui sont dedans, notamment l'engagement de remplacement des ours tués. L'exemple, encore une fois, de cet ours tué il y a un an pour lequel il n'y a pas de remplacement annoncé ou prévu. On regrette également qu'il n'y ait pas de politique de valorisation de la présence de l'ours. L'ours, on le voit bien dans toutes les études d'opinion, est un élément fort du patrimoine pyrénéen. C'est un élément qui est un atout, notamment pour l'économie locale et l'économie touristique, et qu'il n'y a malheureusement pas de politique de valorisation, ce qui serait quand même un élément important aussi pour les populations locales. Enfin, quelques mesures contre-productives de notre point de vue, prises depuis 2019. La surindemnisation des dégâts. Il nous semble que, surtout quand ce n'est pas associé à des mesures de protection, il y a certes des efforts qui ont été faits, mais ça va trop loin, puisque l'indemnisation devient quasi systématique des animaux morts, y compris quand la responsabilité de l'ours, rien ne vient, je veux dire, alimenter l'hypothèse de la responsabilité de l'ours. L'effarouchement des ours l'été sur les estives, malgré un arrêt du Conseil d'État de ce début d'année, l'État semble sur le point, puisqu'il a consulté le public, de reprendre un arrêté d'effarouchement et ça nous semble contre-productif. Et enfin, le détournement récent du protocole ours à problème, notamment vis-à-vis de l'individu Goliath, dont le caractère anormal n'est pas avéré au terme même du protocole, mais pour lequel l'État envisage la capture, l'équipement télémétrique et même commence à évoquer son retrait du milieu naturel, ce qui ne semble absolument pas justifié. Enfin, il n'y a pas d'évaluation des actions menées dans tous ces domaines qui permettraient d'en mesurer l'efficacité, voire de les ajuster. Et globalement, pas de politique de restauration de la population, malgré qu'il y ait une obligation légale caractérisée, je dirais, par la directive Habitat, qui date quand même de 1992, de mai 1992. Donc, il est très clair depuis longtemps que la France a l'obligation de restaurer une population viable. Et malheureusement, si ça a été le cas par le passé, et nous sommes là pour en parler et pour en témoigner, actuellement, ça n'est pas la politique du gouvernement et c'est regrettable.
Alors, l'augmentation de la population, qu'on a vu tout à l'heure, hein, ne peut pas justifier l'inaction dans ce domaine, notamment pour les raisons qu'on a évoquées, c'est-à-dire la faiblesse de la diversité génétique et la dégradation de la diversité génétique, et qui va à terme poser des problèmes à cette population et qui fait qu'elle n'est absolument pas viable encore. Voilà, et j'en ai terminé de ce tour, et donc je redonne la main à Sabine Matraire. Voilà. Alors, j'ai vu, donc le temps est venu de passer la parole notamment aux invités, donc Madame la ministre, Monsieur le ministre Michel Clouet et François Arcangeli. Alors, Corinne Lepage s'est connectée et s'est déconnectée, donc je pense qu'elle ne va pas tarder de revenir. Non, 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 elle est là, hein, Sabine, elle est là. Par contre, son micro n'est pas activé. Oui. Madame Lepage. Madame est revenue. Madame Lepage, vous nous entendez? Alors, le micro n'est pas... Voilà, ça y est. Voilà. J'avais coupé le micro parce que c'est beaucoup plus agréable quand on est en vision que les micros de ceux qui ne parlent pas soient éteints. Voilà. Bonjour. Et bonjour. Après la présentation synthétique du bilan de ces 25 dernières années au niveau de la restauration de la population d'ours, le temps est venu donc de prendre la parole. Donc 4 personnes doivent prendre la parole, dont vous. Donc si vous le voulez bien, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Ben, je serai très rapide. Je suis contente de retrouver mon ami Serge Le Pelletier, que je salue. Bonjour, moi aussi, oui, bien sûr, on se connaît bien. Oui. Je vous remercie de cette invitation. Comme je vous l'ai dit, je ne pourrais pas rester très longtemps avec vous ce matin, mais je tenais absolument à être là pour témoigner. D'abord parce que j'ai procédé à lâcher d'ours. Ça remonte effectivement à 25 ans. Je ne le regrette pas du tout. Je regrette peut-être de n'en avoir pas fait davantage. Je regrette que ceux que j'ai lâchés aient été tués, peut-être pas tous, mais enfin la majeure partie. Et j'ai bien noté tout ce que vous nous avez dit, Monsieur Rennes, et qui était très intéressant parce que ça faisait un point des politiques actuelles. En fait, je pense qu'il y a un problème de fond derrière tout ça, c'est que nos concitoyens n'ont pas bien pris conscience de ce que c'était que la biodiversité. Le vrai sujet, en fait, il est là. Le climat, bon, je crois que tout le monde a bien compris le problème. Biodiversité, je dirais qu'on a 10 ans de retard sur le climat. C'est-à-dire que la prise de... Enfin, c'est un avis personnel, hein, on peut ne pas du tout le partager, mais il me semble que tout ce qui est passé sur le climat à l'échelle nationale, communautaire et internationale, on peut envisager qu'il y ait des mesures aussi drastiques dans les 10 ans qui viennent pour la biodiversité, mais on n'y est pas. Malgré ce que dit l'IPBES, malgré tous les rapports qui succèdent aux rapports sur la destruction des espèces, je crois que les gens n'ont pas bien compris que c'était un tout. Et qu'il y avait un problème d'équilibre global. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas bien rentré dans les têtes. Premier point. Bon, deuxièmement, je ne sais pas ce qu'en pense Serge, mais nous avons, nous, Français, un gros problème avec l'application des directives biodiversité en général de l'Union européenne. C'est vrai pour les oiseaux, c'est vrai pour Habitat. Je dirais que malheureusement, ça ne se limite pas à la biodiversité parce que sur l'eau ou sur l'air, on n'est pas vraiment meilleur. On a un problème incontestable d'application des directives comme si c'était quelque chose qui était accessoire, qui venait, alors pour certaines directives qui intéressent le monde économique, là on est vachement bon. Mais dès qu'il s'agit de l'environnement, c'est une autre paire de manches. Et y a toujours, on se donne toujours du temps au temps. Moi, je me suis heurtée à une très grande difficulté d'application de Natura 2000, puisque Natura 2000 a été suspendu par mon Premier ministre dans son application, parce que j'avais essayé justement de l'appliquer et que beaucoup n'en voulaient pas, ce qui s'est révélé complètement idiot par la suite, parce que tout le monde a pu voir que d'abord Natura 2000 n'empêchait pas grand-chose et que deuxièmement, c'était une source de revenus pour la France. Sauf qu'il a fallu 10 ans pour le comprendre. Et je dirais que pour l'ours dans les Pyrénées, l'avantage écologique
d'une part, mais même l'avantage économique et sociétal qui peut en être retiré n'est pas du tout perçu. Et c'est conçu comme en fait une lubie d'écolos qui viennent enquiquiner le monde pastoral, quoi. On en est encore là. Et sans faire de polémique politicienne qui n'a pas sa place ici, on peut dire quand même que depuis quelques années maintenant, la bienveillance, disons, la bienveillance dont l'État fait preuve à l'égard du monde de la chasse, à l'égard du monde des prédateurs, plutôt qu'à l'égard du monde des défenseurs de la nature, est quand même quelque chose qui paraît assez évident par toute une série de mesures qui ont été prises et sur lesquelles je ne reviendrai pas. Voilà, donc c'est un combat qui s'inscrit dans l'histoire. Il faut malheureusement beaucoup de patience. Je dirais que nous, les défenseurs de la biodiversité, on est sur bicyclette alors que les autres marchent au TGV. C'est-à-dire que la biodiversité se détruit à une vitesse accélérée et que les petites mesures que nous arrivons à prendre les uns et les autres sont bien modestes au regard de ce qu'il faudrait faire. Mais bon, ce n'est pas une raison pour ne pas continuer. Et donc, je pense que c'est très important cette voie et je suis convaincue que l'histoire va nous donner raison. Alors, les gens de mon âge ne le verront peut-être pas, mais les plus jeunes le verront et je suis tout à fait, je dirais, sereine sur le sens des choses. Voilà. Et donc, écoutez, bon courage, serrons les mains, serrons les coudes et continuons. J'en ai terminé. Aïe, j'arrive à reprendre la main. Merci, Madame la Ministre. Je passe la parole à Monsieur Serge Lepelletier. Écoutez, merci beaucoup et puis merci à Corinne Lepage que je connais bien, nous connaissons très bien, de s'être exprimée. Et je voudrais également indiquer que la présentation d'Alain Rennes, vraiment du 25e anniversaire, a été extrêmement intéressante et vraiment de très grande qualité, et de très grande qualité évidemment également pour ce qu'il en est aujourd'hui. Moi j'ai trouvé vraiment l'ensemble et la fin vraiment de la présentation extrêmement intéressante et très claire. Moi, je veux simplement, d'abord vous indiquer évidemment que le lundi 1er mars 2004, on m'a informé qu'une ours cannelle avait été tuée ce jour-là, et c'était vraiment une catastrophe écologique parce que j'ai aussitôt appris que Cannelle était le dernier ours femelle de souche pyrénéenne. Et ça, c'était évidemment très important. Et c'est pour la raison pour laquelle j'ai évidemment décidé de me rendre dans les Pyrénées le 4 novembre pour connaître les falaises d'Urdos. Et pour cela, faire la marche. J'ai fait la marche dans la montagne, pour la montée de la montagne. Et ça m'a beaucoup intéressé et ça m'a permis de mieux ressentir la nature liée à l'ours. Et j'ai d'ailleurs trouvé ce lieu d'une extrême beauté et d'une extrême qualité pour notre environnement à venir. Alors, ce que je voudrais vous indiquer, c'est qu'il ne faut pas, pour moi, et c'est particulièrement important, tuer l'ours. Pourquoi ? Je n'imagine bien sûr pas d'interdire dans l'avenir la chasse en tant que telle, les échanges constructifs avec les chasseurs pouvant permettre de mettre en valeur et de développer l'effort des chasseurs dans la gestion de l'environnement. Mais il faut que les règles définies soient respectées. Ainsi, à ma connaissance, et j'espère que c'est encore le cas, le préfet prend un arrêté pour interdire la chasse et la promenade avec des chiens dans la zone où se trouvent les ours. Et il ne faut pas oublier que la qualité de vie de l'ours est très en lien avec la nature. En effet, se nourrir pour l'ours, c'est à 90% à partir de la nature et pas à partir d'animaux mangés. D'où le lien très important entre la vie de l'ours et la qualité de la nature et donc de la planète. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si l'on laisse disparaître
les animaux liés à la qualité de la nature, on peut laisser progressivement la nature se détériorer et évidemment à terme aboutir à la fin de l'être humain. Ainsi, pour moi, tout faire pour la vie de l'ours et bien sûr de l'ensemble des animaux est lié à l'avenir des êtres humains sur Terre. Et ça, il faut bien l'expliquer et bien le faire comprendre. Et c'est ce qui m'avait été indiqué, moi, très rapidement lorsque j'étais ministre, et c'est la raison pour laquelle cela est vraiment fondamental. Et c'est pour ça que j'ai considéré qu'il fallait au moins à l'époque, c'est-à-dire en 2004-2005, qu'il fallait au moins 30 ours dans les Pyrénées pour assurer leur développement à venir. C'est ce qu'on m'avait expliqué, qu'il en fallait au moins 30. Alors, évidemment, on nous a expliqué tout à l'heure, Alain Rennes, des choses beaucoup plus fortes et beaucoup plus importantes, mais à l'époque, on m'avait indiqué qu'il fallait au moins 30 ours donc, dans les Pyrénées pour assurer leur développement à venir, et c'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision de la réintroduction de 5 ours par an à partir de 2005, et ceci pendant 3 ans, pour qu'il y en ait, puisqu'il y en avait à peu près 15 à l'époque, et pour passer au moins à 30. Donc le fait qu'il y en ait aujourd'hui plus de 60 est une bonne chose, mais tout ce qui a été indiqué par Alain Rennes montre bien l'importance également de ce qu'il faut faire aujourd'hui. Et merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. Michel Clouet, c'est à toi. Alors, simplement, je voudrais revenir sur les premiers pas qui ont guidé cette réintroduction. Remercier Madame Lepage que j'ai accompagnée lors d'un des premiers lâchers d'ours. Oui. Et se souvenir quand même que c'est la conjonction de deux dynamiques, une dynamique associative, avec d'abord un groupe ours, une association ensuite qui s'est appelée Artus, et puis surtout et aussi une action locale de la part d'élus montagnards qui ont pris la responsabilité, qui ont pris l'initiative de constituer une association qui au départ était composée de 4 communes qui s'appelait La Dette et qui a joué la carte de faire le pari que mettre des ours dans des montagnes où il n'y en avait plus, c'était une aventure possible et c'était un challenge qu'il fallait mener. Donc, je crois qu'il faut vraiment tirer son chapeau à André Rigoni, qui était le maire de Melle, qui a pris l'initiative de la constitution de la dette, et aux autres maires qui l'ont accompagné ensuite, parce que contrairement à ce qu'on entend parfois, ce n'est pas une lubie d'écologistes citadins que de réintroduire les ours, mais ça a été une volonté locale, d'acteurs locaux, qui avaient envie que leur montagne conserve cette biodiversité auquel ils tenaient tant. Donc, c'est un souvenir formidable parce que ça a été une aventure humaine remarquable avec des gens qui ont été passionnés par cette aventure, autant le vétérinaire qui a accompagné les premières captures, Alain Arquillière, que Roland Guichard, qui était le directeur de l'association Artus, et bien sûr, donc les maires dont j'ai parlé tout à l'heure. Et aussi, nous avons été à l'époque soutenus au ministère de l'Environnement par Gilbert Simon, qui était directeur de la protection de la nature et qui a accompagné le projet pendant toute sa conception et les premières phases de sa réalisation. Donc, c'est un petit peu en souvenir de tous ces bons moments que j'ai le plaisir d'être là aujourd'hui et de vous remercier tous. Merci Michel. François Arcangeli, donc conseiller régional maintenant, et président de Pays de l'Ours-à-Dette donc de 1998 à 2020. Oui, bonjour, bonjour à tous. Bonjour Madame la Ministre, bonjour Monsieur le Ministre Serge Lepelletier. Je suis ravi de vous retrouver. Oui, je ne vais pas revenir sur un certain nombre de choses qui ont été dites, mais c'est vrai que ce qui frappe dans l'exposé qu'a fait Alain Rennes, c'est effectivement ce succès biologique et le fait qu'on en soit aujourd'hui à cette population. On avait échangé il y a quelques années avec Serge Lepelletier quand on a franchi la barre des 30 ours, qui était l'objectif qu'il avait annoncé. Et c'était il n'y a pas si longtemps, et on n'aurait pas imaginé, en tout cas, je n'aurais pas imaginé qu'on en soit déjà aujourd'hui à une 60aine d'ours, et on peut déjà se projeter à quelques années sur certainement une barre autour de
d'une centaine d'ours, qui sera évidemment très symbolique, même si, et c'est très important, et Alain a eu raison d'insister là-dessus, il y a la question de la diversité biologique, de la diversité génétique, qui effectivement est un souci. Michel Coué l'a dit, ce succès-là, c'est d'abord le succès des Pyrénéens qui ont voulu le retour de l'ours. Évidemment, c'est une longue chaîne. Il y a eu des décisions qui ont été prises par un certain nombre de ministres. Et évidemment, la décision de Serge Pelletier de 2004 a été déterminante, puisqu'on voit sur les courbes que c'est à partir de là et de l'application de sa décision, en particulier par Nelly Olin ensuite, hein, qui a réalisé le plan. C'est à partir de là que la courbe a véritablement décollé. Mais c'est vrai que sans volonté des Pyrénéens, il n'y aurait plus d'ours dans les Pyrénées aujourd'hui. Tout simplement, l'ours aurait disparu. Et ce n'est pas quelques acteurs pyrénéens ou quelques élus pyrénéens, mais ça a toujours été avec le soutien très majoritaire de la population, malgré ce que les opposants veulent nous expliquer encore de temps en temps aujourd'hui. On a toujours eu un très large soutien des populations pyrénéennes, jusque dans les villages, jusque dans les vallées. Et je me rappellerai toujours la première fois que l'on a diffusé un sondage qui faisait la démonstration. Alors, un sondage, il fait juste une mesure de l'opinion. Mais la grande surprise des opposants, de s'apercevoir que là où ils pensaient suivre une opinion qui était majoritairement contre l'ours, en fait, sur leur propre commune, sur leur propre secteur, la position en faveur de l'ours était majoritaire. La deuxième leçon de ce succès-là, c'est qu'il n'y a que l'action qui paie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gérer l'ours en ne faisant rien. S'il n'y avait pas eu de lâcher, il n'y aurait plus eu d'ours. Et les leçons de ça, pour l'avenir, c'est que s'il n'y a pas d'autres lâchers, certainement, nous nous mettrons en grande difficulté. Et effectivement, il vaut mieux ne pas prendre de retard sur ce que nous disent les scientifiques, sans quoi après l'action qu'il faut faire sur le terrain est encore plus forte et donc encore plus compliquée à réaliser compte tenu des difficultés que l'on a sur le terrain. On oublie aujourd'hui, quand on regarde la presse en particulier, le débat autour de l'ours tourne essentiellement autour des questions de pastoralisme. On oublie d'où on vient. Et Michel Coué pourrait dire quels étaient les sujets sur lesquels on travaillait au début des années 90. Le pastoralisme était presque accessoire dans le débat. Les questions, c'était est-ce que les ours vont pouvoir s'habituer aux Pyrénées? Est-ce que les chasseurs vont pouvoir chasser en présence de l'ours? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à exploiter la forêt? Tous ces sujets, ils sont disparus des radars parce qu'ils ont été réglés. Les chasseurs ont fait de gros efforts d'adaptation de leur pratique de chasse et on voit qu'il y a eu quelques accidents de chasse au début et qu'il y en a moins aujourd'hui. Bon, il y a eu effectivement en Espagne l'année dernière le sarous qui a été tué par un chasseur. Mais enfin, j'ai envie de dire que c'est un peu inévitable qu'il puisse y avoir exceptionnellement un accident de chasse, mais en tout cas, il y a beaucoup moins de conflits et cette cohabitation se passe bien. Et ensuite, le dernier point, parce que je ne veux pas être trop loin, ça a été un petit peu évoqué par Alain tout à l'heure, ce qui nous reste à réussir, c'est la valorisation de la présence de l'ours, la valorisation des activités humaines et des productions agricoles, artisanales, etc. Ça, on y a travaillé, on a eu des succès. On ne le fera à l'ampleur de ce que l'on peut espérer que lorsque l'on sera sorti de la polémique. C'est la polémique qui empêche ces succès-là. C'est la polémique qui empêche des éleveurs, par exemple, de valoriser leur production de viande avec une image de l'ours. C'est la polémique qui empêche un certain nombre de communes de vraiment aller sur de la communication liée à l'ours pour faire venir le tourisme, alors que l'on sait, il y a eu des études d'opinion là aussi, que l'image de l'ours confère à nos montagnes une image de nature, de qualité d'environnement, et que de plus en plus, les Français et les autres pays autour de nous sont demandeurs de ça, et qu'en protégeant l'ours, on s'est donné cette image d'une montagne extrêmement préservée. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Je vous remercie.
Merci François. Alors le temps est venu pour les questions des journalistes. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Merci quand vous prenez la parole de vous présenter et d'indiquer à qui est destinée cette question. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour, Jean-Denis Renard, je travaille au quotidien Sud-Ouest à Bordeaux. J'aurais une question pour Madame Lepage et Monsieur Lepelletier. Avec le recul, comment apprécie-t-il le contexte de l'époque et notamment les résistances politiques, je dirais, y compris dans leur propre gouvernement et dans leur propre camp? Est-ce qu'ils ont le sentiment d'avoir dû se battre un peu seuls contre tous ou est-ce qu'ils estiment qu'ils étaient convenablement soutenus dans cette entreprise? Voilà, merci. Serge, tu commences ou tu veux que je commence? Ton micro. Ah, ça y est, mon micro est remis là. Voilà. Oui, oui. Il est remis, on m'entend là. Oui, tu veux que je commence ou tu commences? Comme, moi, comme tu veux. Vas-y, vas-y. Écoutez, très honnêtement, j'ai l'impression qu'à l'époque, c'était un sujet très mineur en 96, hein, franchement. C'était un sujet mineur. Je suppose que j'ai eu l'accord du Premier ministre parce que sinon je ne l'aurais pas fait. Mais je n'ai pas le souvenir que ça ait fait des très grosses vagues, très franchement. Je n'ai pas le sentiment au niveau du gouvernement, en tout cas, qu'il y ait eu des oppositions très fortes. Ni du Premier ministre, et encore moins du Président de la République. C'était pas vraiment un très gros sujet. Certes, il y avait des craintes exprimées par les éleveurs, hein, par les professions du pastoralisme, mais non, j'ai pas autant je me souviens de bagarre homérique. Dans mon souvenir, il n'y a pas eu de bagarre homérique. Vous avez eu raison de rappeler le travail fait par Gilbert Simon, qui a été un remarquable directeur de protection de la nature, dont j'ai été obligée de me séparer, et pas à cause des ours, Natura 2000. Natura 2000, ça a été une autre histoire que l'ours dans les Pyrénées. Alors, me concernant, donc, Serge Lepelletier, je veux dire qu'il n'y a pas eu du tout de difficulté pour faire avancer un certain nombre de choses en lien avec le président de la République, Jacques Chirac, qui était très sensibilisé à cette question. Et il ne faut pas oublier qu'il avait un lien avec Nicolas Hulot. Nicolas Hulot le voyait quasiment au moins une fois par mois. Et d'ailleurs, quand il s'est passé la chose le 1er novembre 2004, j'ai été aussitôt informé que Nicolas Hulot avait informé le président de la République. Et au Conseil des ministres du mercredi suivant, qui était le 3 novembre, eh bien, le président a évoqué cette question en premier. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, moi, aussitôt le 1er novembre, j'avais décidé d'aller le 4 novembre dans les Pyrénées pour bien comprendre. Et d'ailleurs, j'avais, au-delà, évidemment, des questions concernant simplement l'ours, j'avais pris pour la première fois, et sans difficulté, la réglementation française en matière de date de chasse et qu'elle soit conforme avec les directives européennes. Et ça n'avait pas été le cas du tout précédemment. Et donc ça, c'était important. Et pour ce qui concerne évidemment la décision de faire en sorte que l'on assure le retour d'ours et d'ours slovènes, évidemment, dans les Pyrénées, eh bien, le lien s'est fait avec le président et avec le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, qui ont été très positifs sur cette question. Donc, très, très objectivement, moi, pendant ma période en 2004-2005, sur cette question, la question n'a pas été en difficulté. Alors, évidemment, ce qu'a exprimé Alain Rennes est très important, c'est aussi le lien qu'il y a concernant évidemment les éleveurs de moutons en particulier pour que les règles se passent bien. Et ça, si cette question s'était vraiment posée à ce moment-là, ça aurait vraisemblablement été un vrai sujet. Mais là, comme c'était avec les chasseurs, c'était un peu différent. Voilà.
Merci. Merci. Autre question? Si je peux poser une deuxième question, toujours Jean-Denis Renard du Sud-Ouest. Vous avez, Alain Rens l'a souligné tout à l'heure, il y a évidemment des polémiques importantes aujourd'hui qui parasitent le dossier, on pourrait dire. Est-ce que vous estimez que quelque part l'ours est un peu la victime collatérale des polémiques liées au retour du loup dans les montagnes françaises, pas dans les Pyrénées, mais dans les Alpes, et que tout est vu plus ou moins par le prisme des dégâts commis par le loup sur l'élevage, sur le pastoralisme dans les Alpes? Merci. Patrick, tu peux peut-être répondre? Donc, Patrick Lérissou, vice-président coordinateur rousse de l'association Ferrus. Oui, non, effectivement, c'est pas une victime collatérale. Hein. Les deux problématiques se sont développées en parallèle hein, depuis l'époque de l'IPHB en 93 pour l'ours et depuis le retour du loup en 93 vers la même époque. Et elles ont évolué parallèlement. Je dirais même, le loup est présent dans les Pyrénées. Hein. Bon, c'est des individus isolés, sans reproduction, sans meute, dans les Pyrénées-Orientales depuis 99. Et là-bas, ça s'est très bien passé, puisqu'il y a eu quelques dégâts au début, mais les éleveurs ont de suite mis en place des moyens de protection avec l'aide de la pastorale pyrénéenne. Et depuis, ils ont d'excellents résultats, même s'il y a pas beaucoup de loups, puisqu'il y a environ moins de 20 pertes de brebis par an. Donc, voilà. Et si je peux me permettre, je voudrais indiquer évidemment que l'ours et le loup sont parmi les animaux les plus élevés, enfin les plus importants par rapport aux autres animaux en termes de vie et de vie en lien avec la nature. Et ça, c'est très important. Bien sûr que le loup peut poser des problèmes, et en particulier évidemment avec les éleveurs, mais il faut bien comprendre que le lien avec la nature est complètement essentiel. Et donc, d'avoir une qualité de la nature importante pour permettre la vie de l'ours, du loup et d'autres animaux est complètement essentiel, mais aussi en lien avec l'être humain. Si je peux juste rajouter un petit point oui. Là-dessus, que oui, très probablement, il y a un problème global avec une grande différence. Le loup, il est revenu tout seul. Oui. Il est revenu tout seul. Il existait déjà il y a 25 ans. Déjà, les éleveurs de moutons ont accusé le gouvernement d'avoir réintroduit des loups, mais ce n'est pas vrai. Les loups sont venus tranquillement d'Italie. Là, puisque j'ai vu récemment qu'il y en a un qui s'était retrouvé en Vendée. Donc, ils se baladent dans tous les sens. C'est plus seulement dans les Alpes. Donc, il y a quand même une différence très sensible et avec une implication de l'État beaucoup plus forte quand il s'est agi pour Serge ou pour moi-même de réintroduire, c'est-à-dire de prendre un acte bien précis visant à poser l'acte. On introduit l'ours dans les Pyrénées, la situation alpine qui est bien sûr très différente. Oui, tout à fait. Oui, juste ajouter un point, il faut savoir que même avant les introductions qui ont été faites en 96, la situation de l'ours dans le Béarn avait donné lieu déjà à l'époque à des polémiques, puisque tout le monde s'était rendu compte qu'il fallait sauver l'espèce et il y avait déjà certains opposants, notamment politiques à l'époque, qui avaient fait avorter ces actions. Bonjour, Elsa Provenzano, je travaille pour le journal 20 minutes. Vous m'entendez bien? C'est bon? Parfait. J'ai une question peut-être pour Alain Rennes, pour bien comprendre qu'est-ce que vous demandez en termes de rythme, de lâcher, combien de lâcher et à quel rythme pour qu'on soit sur une population viable dans les Pyrénées. Est-ce que vous avez des estimations? Ça pourrait se faire à quelle échéance? Merci.
Bien, puisque on serait nombreux à pouvoir répondre, mais puisque vous m'adressez la question, ce qui nous semble important, c'est d'avoir la visibilité, d'avoir une politique qui soit claire. C'est-à-dire que on a parfois, dans l'expression responsable politique actuelle, le sentiment que la restauration de la population d'ours est optionnelle, voire même que c'est facultatif, et ça alimente encore le débat qui est le débat pour-contre, alors que ce débat est surréaliste aujourd'hui, ce débat est tranché depuis longtemps. Ce qu'au niveau associatif, on souhaiterait, c'est d'avoir une politique de restauration. On a presque envie de dire, peu importe le rythme, même si les scientifiques du Muséum d'histoire naturelle disent qu'il faudrait lâcher 17 ours rapidement. On n'est pas forcément demandeur de lâcher 17 ours l'année prochaine, si vous voulez. Mais d'avoir un horizon, d'avoir une politique, d'avoir un sens à tout ça et que ça soit clair pour tout le monde. Voilà, l'ours est là, l'ours va revenir, on va restaurer une population viable comme la loi nous l'impose, comme les Français le demandent également. Et si on lâche un ours par an, eh bien, voilà, ça serait parfait. L'essentiel, c'est effectivement que l'horizon soit défini et qu'on avance dans cette direction. C'est parfois régulièrement ce qu'on réclame et souvent ce qui nous manque, d'avoir une politique qui soit claire et qui soit ferme, y compris par rapport à l'opposition. Il arrive un moment où il faut clore les débats. Voilà. Et nous ne sommes plus dans le temps depuis longtemps, dans le temps de la discussion pour ou contre l'ours. On est maintenant sur comment on procède à la fois pour restaurer la population, comment on procède aussi pour que ça se passe au mieux, évidemment, avec l'ensemble des acteurs. Mais donc, pardon, mais pour atteindre une diversité génétique suffisante, on ne sait pas combien d'ours il faudrait lâcher en plus, en fait. Enfin, c'est aux scientifiques de le dire. Nous, on se réfère toujours aux études. Hein. La dernière étude, encore une fois, c'est celle du Muséum 2013, confirmée en 2018. Elle disait à ce moment-là, il fallait en lâcher 17, voilà, à terme. Voilà, donc on en a lâché 3 sur, on va dire, sur ces 17. Eh bien, on a déjà une idée, effectivement, de ce qu'il va falloir faire dans les années qui viennent. Merci beaucoup. Autre question ? Est-ce que les participants souhaitent rajouter quelque chose ? Moi, je veux peut-être rajouter une toute petite chose tout à l'heure quand il m'a été posé des questions par rapport au gouvernement, etc. Ce que j'ai pu constater quelquefois, mais c'était avant, que la réglementation française en matière de date de chasse était publiée, mais on s'arrangeait pour faire en sorte que ce soit non conforme avec les directives européennes, très importantes, parce qu'on considérait que vis-à-vis des chasseurs, c'est très, très gênant. Et après, on indiquait, puisqu'évidemment l'Europe considérait que c'était faux, et les ministres, quelquefois les ministres indiquaient qu'ils s'étaient simplement trompés. Hein, donc ça, c'est important de rester très vigilant là-dessus. Moi, en vous disant cela, j'ai fait en sorte, évidemment, que la réglementation française soit conforme avec les directives européennes. J'avais fait en sorte, notamment, que l'autorisation que j'ai donnée à la chasse de certains oiseaux migrateurs, ce qui est très important, en particulier dans leur passage dans le nord-ouest de notre pays, eh bien, elle a été l'une des premières à être conforme au fait de ne pas les tuer lorsqu'ils sont en période de reproduction. Il faut bien imaginer ce que ça veut dire pour les animaux. Quand on laisse la chasse pour que les chasseurs puissent les tuer quand ils veulent, même si c'est en période de reproduction, c'est extrêmement grave. Donc c'est de tout cela dont il faut être très encore vigilant, je pense, mais si le pouvoir politique l'est de façon objective, je pense que c'est positif. Je peux rajouter quelque chose ? Oui. Au-delà des conditions strictement réglementaires, je voudrais rappeler quand même que lorsque la décision a été prise de démarrer cette expérimentation de lâcher 3 ours sur les territoires de la Dette, la Fédération des chasseurs de la Haute-Garonne était partenaire, la Fédération des chasseurs de l'Ariège était partenaire, et donc le monde de la chasse était tout à fait favorable
au lâcher des ours et au retour de cet animal dans les Pyrénées. Ce qu'on observe aujourd'hui, et ce qui est regrettable à mon avis, c'est que l'attitude du monde de la chasse a complètement changé, en particulier en Ariège, où la Fédération des chasseurs de l'Ariège et les chasseurs en général ne sont plus du tout favorables à la présence de l'ours, et que ça marche de pair avec ce refus du monde pastoral ariégeois de prendre en compte justement les mesures de protection et d'accepter la présence de l'ours. Donc, c'est plus un problème local d'acceptation ou plutôt de refus de la présence de l'animal qui fait que, eh bien, on se trouve confronté à cette polémique dont parlait Alain Reyne tout à l'heure et que soulignait aussi François Arcangeli en disant que tant que la polémique ne sera pas résolue, on n'avancera pas. Pour compléter au niveau de la chasse, aujourd'hui, on a quand même fini par trouver un consensus sur la chaîne des Pyrénées avec toutes les fédérations de chasse. Alors certaines, ça a été en utilisant notamment la voie juridique pour l'Ariège. Je pense qu'au niveau de l'Ariège, il ne faut pas confondre les positions qui sont probablement personnelles du président de la fédération de chasse qui ne l'a jamais caché, il est contre la présence de l'ours, et la fédération de chasse qui, suite à un travail finalement de préconisation au cours de ces dernières années, a quand même pas mal évolué. Et c'est vrai qu'autant il y a encore 6-7 ans, on pouvait voir des positions contre l'ours ouvertement de la part des chasseurs en Ariège. Aujourd'hui, la polémique, elle est essentiellement avec le monde agricole et plus avec le monde de la chasse qui a appris à cohabiter, qui, je pense, depuis est quand même rassuré que la présence de l'ours ne veut pas dire interdiction de chasser. Il y a eu des formations ces dernières années de mise en place sur tous les départements pyrénéens pour mettre en situation un chasseur si demain sur le terrain il se retrouve lors d'un acte de chasse confronté à la présence de l'ours. Les associations de protection de l'ours ont aussi évolué ces dernières années puisqu'on entend tout à fait le discours qu'il est préférable, on est tous français, donc ça c'est très français, les préconisations sont toujours mieux vécues que les contraintes. Donc c'est vrai qu'au niveau de la chasse, y compris nous, aujourd'hui, on n'est plus dans attaquer les arrêtés chasse, même s'ils ne sont peut-être pas parfaits pour la cohabitation, et on privilégie un dialogue avec le monde de la chasse. Et aujourd'hui, on peut reconnaître que sur le terrain, l'ours est mieux accepté par le monde des chasseurs. Oui. Juste un ajout, l'actuel président de la Fédération de chasse de l'Ariège a même dit que l'ours n'était plus un problème pour la chasse. Ça ne l'empêche pas d'adopter des positions de principe en lien avec ses collègues d'un certain pastoralisme radicalisé. Mais ça, c'est son point de vue personnel et pas en tant qu'élu de la chasse. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des points que l'on n'a pas abordés? Bon, moi, je crois qu'il y a un point qu'on pourrait aborder en complément, qui est un point essentiel, c'est le côté patrimonial et le côté culturel. L'ours dans les Pyrénées est aussi, c'est un patrimoine biologique, bien sûr, c'est un patrimoine naturel, et on en a parlé, c'est aussi un patrimoine culturel. Et c'est aussi l'histoire d'une relation entre deux espèces, l'homme et l'ours, qui ont fondé le patrimoine local, le patrimoine pyrénéen, sur le côté naturel et sur le côté culturel. Et s'il y a un endroit en France où on a encore cette opportunité de maintenir une relation forte avec justement ce patrimoine naturel, eh bien les Pyrénées en font partie, beaucoup grâce à la présence et à la permanence, au retour de la présence de l'ours. Et ça, je crois que c'est un élément qui est fondamental également. C'est que le patrimoine local, il repose beaucoup sur l'homme et l'ours. Et on pourrait le symboliser quasiment sur
au niveau montagnard sur l'ours dans la nature et le berger pour l'aspect humain, bien sûr. Eh bien, grâce au retour de l'ours, il y a eu aussi le retour de nombreux bergers. Et c'est important du point de vue écologique, c'est important du point de vue culturel, c'est important du point de vue économique. Et rappelons quand même que tout ça, mis en lien, mis en cohérence et mis en synergie, ça s'appelle le développement durable. Quand on travaille à la fois sur les aspects économiques, sociaux, culturels, écologiques, eh bien, c'est vraiment l'opportunité, c'est vraiment la chance qu'on a dans les Pyrénées de mettre ça en œuvre et évidemment accompagné d'une valorisation économique et touristique comme on y travaille, mais malheureusement, on est encore trop peu nombreux à y travailler. Et voilà, c'est vraiment un beau projet, c'est un beau défi pour les Pyrénées et c'est ce qui nous anime tous les jours. Merci Alain. Moi, je veux vraiment, Madame la Présidente, vous remercier d'avoir fait cette réunion qui est très, très intéressante. Évidemment, remercier aussi, et je l'ai dit tout à l'heure, Alain Rennes, votre directeur de la présentation de toutes les choses. Donc ça, je tiens vraiment à vous dire qu'on est vraiment sur un niveau de présentation extrêmement positif et de grande qualité. Je voudrais m'associer aux propos de Serge pour vous remercier pour l'organisation de cette manifestation, pour sa qualité. Et j'espère que le propos de M. Reins sera écrit et qu'on pourra en disposer parce que c'était vraiment tout à fait intéressant et remarquable. Merci. Écoutez, je crois s'il n'y a pas d'autres prises de parole et de sujets, je propose qu'on clôt cette visioconférence sur le retour des 25 ans. Merci à tous, merci à Madame la Ministre, Monsieur le Ministre et tous les responsables associatifs présents, ainsi que les journalistes qui ont pris le temps de venir nous écouter pour ce bilan des 25 ans.